Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de juin et j'ai 4 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, et je pense que c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, on peut le dire, il s'agit de L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Alors ce livre j'en attendais beaucoup, si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je suis assez fan de Joël Dicker, j'avais eu un énorme coup de cœur pour l'affaire Harry Kéber et aussi pour le livre des Baltimore. Pour ce qui concerne la disparition de Stéphanie Meyer que j'avais lu je crois il y a un an, j'avais bien aimé mais je trouvais qu'il ressemblait un peu trop à Harry Kéber dans la construction, donc bon voilà, je trouvais que Joël Dicker ne se renouvelait pas trop. Alors là on est sur une trame un peu différente, mais je dois dire que verdict, je suis plutôt mitigée sur ce livre. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas du tout aimé, il y en a d'autres qui l'ont adoré. Donc voilà, il fait un petit peu débat. Moi je suis un peu mitigée. J'ai pas détesté, mais il était clairement en dessous des autres. Je pense que des 4 Joël Dicker que j'ai lus à ce jour, c'est celui que j'ai le moins aimé. Pour l'histoire, on va suivre Joël Dicker qui se met lui-même en scène. Il va avoir le syndrome de la page blanche suite au décès de son éditeur Bernard de Fallois, avec qui il entretenait une relation presque filiale. En tout cas il l'admirait beaucoup et il était très très proche de son éditeur. Suite au décès de Bernard de Fallois, il est vraiment en deuil, il est pas très bien, en plus il a eu une rupture amoureuse. Et du coup il a ce fameux syndrome de la page blanche, il n'arrive pas à écrire son prochain roman. Du coup il décide de partir se mettre au vert au palace de Verbier dans les Alpes suisses. Sauf qu'en arrivant au palace, alors qu'il va prendre possession de sa chambre 623, il va se remarquer dans le couloir que la chambre voisine à la sienne n'est pas la 622 comme on s'y attendrait, mais la 621 bis. Donc il va trouver ça bizarre, mais il va vite écarter ça de son esprit. Après tout il est en vacances. Voilà. Mais c'est sans compter sa voisine de chambre Scarlett dont il va faire connaissance alors qu'ils sont sur leur balcon respectif. Ils vont commencer à papoter un petit peu sur comment on crée un roman, comment on construit un roman à partir d'une énigme, d'un mystère, comme par exemple le fait que votre chambre ne s'appelle pas la 622 mais la 621 bis. Et là elle va se dire ah bah oui tiens c'est vrai, et si on menait l'enquête. Donc au début lui il n'est pas très chaud. Elle va réussir à le convaincre à mener l'enquête. Et donc ils vont s'embarquer pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre 622 pour qu'elle soit renommée 621 bis. Alors on le sait assez vite qu'il s'est passé un drame, notamment lors du grand week-end annuel de la banque Ebsner, qui est une banque suisse familiale qui est là depuis au moins 300 ans, se transmet de génération en génération, de père en fils. Sauf que là, le père Ebsner, qui est mort l'année d'avant, n'a pas voulu remettre les clés de sa banque à son fils Macaire parce qu'il le jugeait peut-être pas assez compétent, et du coup il a changé un petit peu ses règles en disant vous avez un an après ma mort pour désigner le président de la banque Ebsner. Et donc un an plus tard, pendant ce fameux grand week-end annuel de cette banque, lors de l'élection du prochain président, il va se passer un drame dans cette fameuse chambre 622. Donc on va osciller entre ces deux histoires, d'un côté Joël et Scarlett qui mènent leur enquête et d'un autre côté toutes les magouilles, les intrigues au sein de la banque Ebsner dans les hautes sphères entre le conseil administratif, Macaire, on a Lev Levovitch aussi qui est le nouveau protégé, enfin qui est pas de la famille, qui n'était pas banquier, qui est parti de rien mais il s'est fait lui-même et qui est plutôt très doué et qui est un peu ouais, le fils prodige que Macaire n'est pas. Il va y avoir aussi un triangle amoureux. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu dans ce livre? Alors on peut pas enlever à Joël Dicker le fait qu'il sache vraiment construire des histoires bien ficelées avec des intrigues, des sous-intrigues, des personnages, ça se mêle, ça s'entremêle, ça retombe sur ses pattes, c'est parfaitement cohérent. Il mène d'une main de maître son intrigue, ça on peut pas lui enlever. Il a vraiment cette plume hyper fluide, hyper addictive où on a envie de savoir la suite, où on tourne les pages, ça se lit super bien. Mais par contre, ce qui m'a dérangé déjà, c'est le twist qu'il y a aux 3/4, 2/3 du roman, le fameux plot twist qui m'a semblé complètement invraisemblable. On aurait dit une intrigue de blockbuster hollywoodien, mais vraiment
pas du tout crédible. Ok, on est dans un livre, on est dans un roman, mais pour moi, quand on écrit du contemporain, on essaye de retranscrire la réalité de notre monde, de notre vraie vie. C'est pas comme dans un roman de fantasy ou de fantastique, où là tu fais le pacte tacite entre lecteur et auteur, de te dire ok, tu vas inventer un monde, il y aura de la magie, il y aura des dragons, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais on va faire semblant d'y croire le temps de la lecture. Là non, on est dans du contemporain, donc il faut que ça reflète la réalité. Et pour moi, c'était pas crédible, ce twist-là. Alors, je peux pas vous dire. Ceux qui l'auront lu comprendront, mais pour moi, c'était invraisemblable. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit ça, que l'intrigue repose sur ça. Et ben si, malheureusement, ça a reposé sur ça. Autre chose qui m'a dérangée et qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que toutes les femmes de ce roman sont en fait des faire-valoir des personnages masculins. Que ce soit Denise, Scarlett, Christina qui sont des assistantes secrétaires. On a Anastasia, Olga et Irina, donc sa mère et sa sœur, qui sont dans l'optique d'être juste des épouses, en fait, de faire le meilleur mariage possible. C'est leur ultime goal dans la vie, c'est de faire un bon mariage. Et puis on a aussi Arma par exemple, qui est la femme à tout faire, femme de ménage chez Macaire. Donc voilà, toutes les femmes sont un peu des faire-valoir des hommes, et je pense que c'est assez récurrent dans les romans de Joël Dicker, mais j'avais jamais remarqué ça jusqu'à maintenant, où là ça m'a vraiment sauté aux yeux et je me suis dit merde, il n'y a pas vraiment de personnage féminin fort et indépendant. Et ça m'a posé un problème. Et autre chose que j'ai trouvé un petit peu malvenu, enfin je sais pas, j'étais un peu mal à l'aise avec le fait que Joël Dicker se mette lui-même en scène, j'avais l'impression d'être un peu voyeuriste. Voilà, il met en scène son deuil et il explique, il y a des moments où il explique avec à Scarlett sa relation avec Bernard de Fallois. On sent bien que vraiment c'est une très belle relation qu'ils avaient ensemble, et qu'il est très triste par rapport à cette mort. Et c'est un hommage qu'il rend à Bernard de Fallois, mais je trouvais que parfois ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Donc voilà, je comprends tout à fait que Joël Dicker ait besoin d'écrire ce livre pour faire son deuil. C'était peut-être thérapeutique pour lui, donc quelque part je l'excuse un petit peu du fait qu'il soit un peu en dessous des autres. Mais voilà, ce qui est un peu piégeux aussi, c'est qu'avec Harry Kéber, avec le livre des Baltimore, il a mis la barre très très haut et qu'après c'est difficile en fait de faire aussi bien, voire mieux. Donc mitigé, plutôt mitigé, vraiment ce twist invraisemblable au possible. Voilà. Donc bon, après je sais qu'il a plu quand même à certaines personnes, j'ai vu sur Instagram qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient aimé, donc faites-vous votre propre avis, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, je passe à ma seconde lecture qui était le tome 2 des Aventuriers de la mer, donc le navire aux esclaves de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Donc là je vais pas trop vous en dire puisque voilà, c'est un second tome. J'ai enchaîné avec les deux tomes parce que j'avais vraiment envie de savoir la suite des aventures, même si le tome 1 ne se terminait pas avec un twist de malade ou un cliffhanger de malade. Mais j'avais quand même envie de rester imprégnée de cette histoire et de suivre Althea, donc cette jeune fille qui est la fille d'un grand marin marchand de la ville de Terryville. Donc on est sur des bateaux, hein, vous l'aurez compris. Sauf qu'à la mort de son père, elle va se faire écarter de l'héritage familial qui est ce fameux bateau Vive-Nef, qui est un bateau magique, et du coup pour prouver sa valeur à son beau-frère, elle va se faire enrôler dans un navire abattoir, donc ils vont chasser des ours de mer. Et bon, même si les femmes sont autorisées à naviguer dans ce monde là, c'est quand même pas très bien vu, surtout sur un navire abattoir où il y a un peu que des rustres en fait. Donc elle va se faire passer pour un jeune garçon, et il va surtout falloir qu'elle ne révèle pas son identité parce que sinon ça risque de chauffer pour elle, si vous voyez ce que je veux dire. En parallèle de ça, donc Kenneth, donc ce fameux capitaine qui a toujours l'ambition de devenir le roi des pirates et qui va faire un pacte avec son second pour chaque vive-nef chassé, puisqu'il a envie de capturer une vive-nef, qui sont des bateaux très très difficiles à capturer, qui sont très rapides. Pour chaque vive-nef qu'ils vont pourchasser, il va falloir qu'ils pourchassent aussi des navires esclavagistes pour les libérer. Et là Kenneth va se rendre compte que cette stratégie est la bonne, puisqu'ils vont capturer donc des bateaux esclavagistes, ils vont libérer les esclaves et en faire des bateaux sous leur pavillon en fait. Donc il va se constituer comme ça une petite flotte, donc c'est plutôt pas mal dans son projet de devenir le roi des pirates. Et cette fois-ci dans ce tome 2, Robin Hobb introduit de nouveaux personnages qui étaient secondaires dans le premier tome et qui vont devenir personnages principaux, notamment Yemen, donc le neveu d'Althea, le fils aîné de Kyle, qui va se faire enrôler de force sur
sur le bateau donc de la famille, alors que lui il était destiné à devenir prêtre et il n'est pas du tout marin. Et bien sûr il va devenir un petit peu le bouc émissaire de l'équipage et il vit très très mal cette situation. Et on va suivre aussi sa jeune sœur Malta qui elle est restée à terre avec sa grand-mère et sa mère. Elle a 12 ans et elle commence à en faire qu'à sa tête, c'est un petit peu l'adolescence qui commence et elle veut devenir une femme au plus vite. Elle ne rêve que de jolies robes, de bals, etc. Et sa mère et sa grand-mère lui disent non, c'est dangereux, tu n'es pas prête. Et pourtant elle va faire ça en douce. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai très envie de lire la suite, mais là j'ai fait une petite pause parce que j'avais pas envie de faire une overdose des aventuriers de la mer, mais je pense que je le reprendrai au mois d'août. J'aime beaucoup l'univers autour de la piraterie, de la mer, etc. Donc c'est génial. Ensuite, j'ai lu un petit essai philosophico-psychanalyste. Il s'agit de Avoir le courage de ne pas être aimé de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. C'est chez les éditions Guitry Daniel. Donc c'est un livre, comme je disais, alors un essai, ouais, un peu à la croisée entre la philosophie et la psychanalyse de Adler, donc qui était aussi un psychologue du XXe siècle au même titre que Freud ou Jung, je sais jamais comment on le prononce, mais qui est un peu moins connu. Et puis la philosophie des Grecs antiques, notamment de Socrate et de Platon. Donc on va suivre une conversation dans ce livre entre un jeune homme et un philosophe. Donc ça se lit super bien, hein. Le fait que ce soit une conversation entre deux personnages, on tourne les pages et en plus c'est appliqué à notre vie quotidienne, à notre monde moderne, sur des problématiques au rapport aux autres, notre rapport au monde, sur le sentiment d'infériorité ou de supériorité, sur le fait de se comparer en permanence aux autres. Ok, c'est quelque chose d'humain, on le fait tous, mais il faut réussir à s'en affranchir. Le fait que le monde tel qu'on le voit est complètement subjectif, que moi, la manière dont je vois le monde n'est pas la même que vous, ou qu'un tel, et qu'on ne peut pas vraiment partager notre vision du monde, c'est quelque chose de très personnel. Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est un peu un titre putaclic, un peu provoque et racoleur, mais en fait, moi j'aurais dit c'est plutôt avoir le courage de ne pas plaire à tout le monde, et c'est un peu ça, et c'est vrai, on ne plaît pas à tout le monde et c'est ok. Tous les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes interpersonnels, donc entre personnes, que si on était seul au monde et que les autres personnes n'existaient pas, on n'aurait pas de problème de solitude, de comparaison, de sentiment d'infériorité, etc. Voilà, il faut réussir à créer des relations horizontales avec les gens et pas des relations verticales, quand bien même ce serait notre supérieur au travail, nos parents, nos enfants. Il faut réussir à créer vraiment des relations d'égal à égal, d'être humain à être humain, peu importe la classe sociale, peu importe l'argent, peu importe les études, peu importe le nombre d'années d'expérience. Il faut réussir à créer des relations horizontales et c'est pas évident puisqu'on a tendance à faire des relations verticales automatiquement. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'enseignements. Je pense que j'étais pas d'accord sur tout, mais il y a certains points que j'ai notés dans mon bullet journal, j'ai relevé des citations qui me parlaient beaucoup. Ça m'a apporté un certain éclairage sur ma propre réflexion. Donc c'est plutôt sympa à lire, c'est très abordable, hein. Vraiment c'est très abordable pour tout le monde parce que comme nous le rappelle un des auteurs, la philosophie ce n'est pas la sagesse et ce n'est pas seulement pour les philosophes, pour les spécialistes avec un vocabulaire très pointu etc. Non, la philosophie ce n'est pas la sagesse, c'est l'amour de la sagesse. Étymologiquement, philo c'est l'amour et sophie c'est la sagesse. Je vais vous lire ce passage où l'auteur nous dit « Il est étrange d'imaginer que l'on doive discuter de philosophie avec des mots compris par les seuls spécialistes, parce que dans son sens premier, la philosophie se réfère non pas à la sagesse elle-même, mais à l'amour de la sagesse. Et ce qui est important, c'est le processus d'apprentissage. Que l'on atteigne ou non la sagesse, au bout du compte, n'est pas la question. Et c'est exactement ça. N'ayez pas peur de la philo, n'ayez pas peur de la psychanalyse. Le livre est tout à fait abordable et était plutôt sympathique. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu, ça a été un flop total. Et oui, ça arrive. Il s'agit de Faute de preuves de Harlan Coben aux éditions Pocket. Alors j'avoue que j'avais des a priori sur Harlan Coben. C'est un auteur de best-seller. C'est un auteur grand public, un peu mainstream, ses livres sont parfois adaptés en série télé, enfin voilà, c'est très grand public et moi je me disais, voilà, j'avais des a priori et c'est pas bien, je le sais, hein, on est tous un peu comme ça. Et pour une fois que ma mère me conseillait un livre, d'habitude c'est moi qui la conseille, mais là elle m'a dit, tiens je l'ai lu, il devrait te plaire, vas-y lis-le. Je me suis dit, bon ok Harlan Coben, bon allez,
je mets mes a priori de côté, je vais tenter, et alors ça n'a pas fait du tout. Pour l'histoire, on va suivre Wendy Tynes qui est journaliste à la télévision. Elle a une émission où en fait elle traque les prédateurs sexuels, et là sa prochaine proie s'appelle Dan Mercer et il est supposé être un pédophile. Sauf que lui il plaide son innocence, il va y avoir un procès, il va être relaxé faute de preuves, sauf que le père de une des soi-disant victimes est très remonté contre lui, il va décider de faire justice lui-même. Et en parallèle de ça, on va suivre aussi la disparition d'une jeune adolescente. Et la police essaye de retrouver cette jeune ado qui a disparu. Est-ce que c'est Dan Mercer? Est-ce qu'il est impliqué? Enfin voilà. Et Wendy va bien sûr mener son enquête en sous-marin en parallèle de la police. Ce que je peux reconnaître à Harlan Coben, c'est qu'il a vraiment une plume terriblement fluide et addictive. Ça se lit tout seul. C'est presque un peu bavard, un peu... voilà, ça glisse. C'est comme... Regardez une série policière M6, ça se lit très bien, ça se lit tout seul, c'est très fluide. Par contre, je ne me suis attachée à aucun personnage, j'ai eu d'empathie ou d'affect pour aucun des personnages, même pas Wendy, qui est quand même le personnage principal. J'ai trouvé ce livre profondément sexiste et misogyne. Alors oui, il a été écrit en 2010, faut le remettre dans son contexte, c'était les États-Unis de avant MeToo. Je sais qu'il y a des gens dans la vraie vie qui parlent comme certains de ces personnages, mais moi je ne pouvais plus lire ça. Je pense que si je l'avais lu à l'époque de sa sortie, peut-être que j'aurais trouvé ça un peu vulgaire, mais je me serais dit ah c'est des bofs et puis voilà. Mais aujourd'hui vraiment ça me révolte. Aujourd'hui ça m'énerve, je ne veux plus lire ça en littérature. Pour vous donner un exemple, je vous ai marqué deux petits passages. Alors deux parmi plusieurs, hein, parce que voilà. Donc là on est avec un mec qui raconte une histoire à propos d'un autre mec, Pete, qui est dans un restaurant, il va commander des ailes de poulet. Donc il commande des ailes de poulet et cette petite allumeuse l'accoste et demande si elle peut en avoir une. Évidemment qu'il dit. Elle en fait des tonnes en mangeant, vous voyez ce que je veux dire? Avec la langue et tout. Et elle a un décolleté plongeant qu'on ne peut pas s'empêcher de reluquer. Une vraie chaudasse quoi. Il la branche, elle s'assied, de fil en aiguille, Pete la ramène chez elle et lui fait son affaire. Il s'avère que la fille a 15 ans, elle est élève de première, mais franchement on ne l'aurait pas deviné. Vous savez comment les gamines s'habillent de nos jours? Elle est fringuée comme une barmaid dans un Hooters. Donc déjà ça suppose que tu peux pas t'habiller comme tu veux quand t'es une femme, sinon t'es considérée comme une chaudasse. Voilà. Donc déjà la question de la tenue vestimentaire, ça m'énerve. Ensuite, deuxième passage, on va suivre un pseudo-rappeur qui fait une scène ouverte dans un bar et qui va raconter à son public comment est-ce qu'il a eu l'inspiration pour la prochaine chanson. Alors je suis là, assis devant mon latte, et il y a cette gazelle qui se pointe à tomber par terre avec du monde au balcon, si vous voyez de quoi je parle. Moi, je cherche l'inspiration, une nouvelle mélodie quoi. Je mate cette gazelle avec son dos nu et il y a cette phrase qui me vient à l'esprit. Balance tes flotteurs, comme ça. Elle passe la tête haute, ça bouge grave et moi je dis ouais chérie, balance tes flotteurs. Et c'est ça pendant tout le bouquin, enfin là j'en ai relevé que deux, mais il y en a plusieurs de ces passages un petit peu comme ça problématiques et moi je ne peux plus lire ça. Ça ne l'a pas du tout fait, je pourrais éventuellement retenter Harlan Coben pour lui laisser une seconde chance, peut-être que c'est une erreur de parcours. J'ai eu une mauvaise pioche avec celui-ci, mais vraiment ça l'a pas fait du tout quoi. C'était très problématique. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez lu ces livres? Qu'est-ce que vous avez lu vous au mois de juin? Est-ce que vous avez fait de belles lectures? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Allez voir une de mes dernières vidéos et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures. D'ici là, ciao!